Le jour où ma bru a jeté mes affaires dans le couloir, elle ignorait que la maison lui appartenait encore moins qu'elle ne le croyait. Je m'appelle Madeleine Fortier, j'ai 69 ans. Pendant 32 ans, j'ai été infirmière en chef au service de gériatrie de l'hôpital de Dijon. J'ai vu des centaines de personnes vieillir, certaines entourées d'amour, d'autres abandonnées dans des chambres, qui sentaient le désinfectant et l'oubli. J'ai toujours juré que je ne finirais pas ainsi. Et je ne finirai pas ainsi. Ce mardi matin de novembre, il faisait froid. Pas ce froid vif et propre qui donne envie de marcher dans les feuilles mortes, mais ce froid humide qui s'installe dans les os et dans le cœur. J'étais assise à ma table de cuisine, celle en chêne massif que mon mari Gérard avait achetée en 1987 chez un artisan de la Côte d'Or. C'est Tenipar. Tenipar pareseuse. Tenipar all seuse. Devant moi, une tasse de café au lait chaud, mon carnet de notes et la fenêtre qui donnait sur le jardin que j'avais planté de mes propres mains. Les rosiers n'avaient plus de fleurs, bien sûr, mais leurs tiges rougeâtres avaient quelque chose de noble dans le gris du matin. C'était mon moment. Chaque matin, entre 7h et 8h, avant que la maison ne se réveille, j'avais ce rituel sacré. Un café, mes pensées, le jardin. Cela m'avait suffi pour traverser les 2 années qui avaient suivi la mort de Gérard. Cela m'avait suffi pour ne pas sombrer. Mais ce matin-là, les talons de ma bru ont résonné dans l'escalier à 7h20. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Nathalie n'est pas une mauvaise personne au sens clinique du terme. Je l'ai longtemps cru, en tout cas. Elle est énergique, organisée, ambitieuse. Elle travaille dans le marketing pour une agence à Beaune et parle souvent de personal branding et de synergie. Des mots que je ne comprends pas tout à fait et qui, dans sa bouche, semblent toujours signifier qu'elle est plus intelligente que vous. Elle est entrée dans la cuisine sans me regarder. Elle a ouvert le réfrigérateur, l'a refermé, puis a ouvert le placard au-dessus de l'évier, celui où je range les tisanes et les céréales. Elle en a sorti un paquet de granola bio que je n'avais jamais acheté et qu'elle avait fait livrer la semaine précédente. « Madeleine, dit-elle, toujours sans me regarder, en versant ses céréales dans le grand bol que j'utilisais depuis 20 ans pour préparer mes pâtes le dimanche, j'ai réfléchi à une chose. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Cette table prend beaucoup trop de place. Avec le projet qu'on a pour la cuisine, elle va devoir partir. On pense à un îlot central, quelque chose de plus fonctionnel, plus moderne. Elle a dit « on ». Elle et mon fils Julien. Ce « on » qui m'excluait de la conversation sur ma propre cuisine, dans ma propre maison. Cette table appartenait à mon mari, et je répondis posément. Elle a haussé les épaules. Je sais, mais sentimentalement, à un moment, il faut savoir tourner la page. Gérard est décédé il y a 2 ans. La vie continue. La vie continue. Dans ma cuisine, avec mon bol, à ma table. Je me suis levée, j'ai pris ma tasse, et je suis allée dans le jardin malgré le froid. Je suis restée là 5 minutes, les mains autour de ma tasse, à regarder mes rosiers sans les voir. Ma tête était parfaitement calme. C'était étrange. Je m'attendais à être en colère et à la place. J'étais lucide, extraordinairement lucide. Ce n'était pas la première fois. Cela avait commencé 6 mois après la mort de Gérard, quand Julien et Nathalie avaient demandé à s'installer chez moi, provisoirement. Ils vendaient leur appartement à Beaune pour en acheter un plus grand, ils avaient besoin de quelques mois. J'avais dit oui, bien sûr. C'est mon fils, mon unique enfant. Ce garçon que j'avais élevé seul pendant les premières années difficiles, avant de rencontrer Gérard, ce garçon à qui j'avais tout appris sur la droiture et le respect. Les quelques mois avaient duré. Les habitudes s'étaient installées, et peu à peu, imperceptiblement, comme une marée qui monte sans qu'on la voie avancer, ma maison était devenue leur maison. Ils avaient redécoré le salon sans me consulter. Ils avaient remplacé mes rideaux en lin beige par des voilages gris que Nathalie avait trouvés plus contemporains. Ils avaient mis ma bibliothèque de côté pour installer un grand écran télé. Mes livres, ceux que j'avais accumulés pendant 40 ans, étaient maintenant entassés dans des cartons dans le garage. Et moi, j'avais laissé faire. Parce que c'est mon fils. Parce que je pensais que c'était temporaire. Parce que, après la mort de Gérard, j'avais peur du silence et que même leur présence envahissante valait mieux que le vide. Mais ce matin-là, avec le froid de novembre dans les os et les mots de Nathalie qui tournaient encore dans ma tête sentimentalement, à un moment, il faut savoir tourner la page, quelque chose en moi avait cessé de plier. Avant de continuer, je voudrais vous demander, êtes-vous abonné à cette chaîne ? Si cette histoire vous touche, dites-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Chaque message compte énormément pour nous.
Le soir de ce même mardi, j'ai attendu qu'ils partent tous les deux à leur cours de yoga, un cours que Nathalie avait trouvé à Dijon et pour lequel ils prenaient ma voiture, car la leur était au garage depuis 3 semaines. Quand j'ai entendu la porte se fermer et le moteur démarrer, je suis montée dans ma chambre. Pas pour me coucher, pour réfléchir. Je me suis assise à mon secrétaire, le même que celui de ma mère en merisier, avec ses petits tiroirs secrets qu'elle m'avait appris à ouvrir quand j'avais 12 ans. Dans le 3e tiroir du bas, derrière une pochette cartonnée contenant les lettres de Gérard, il y avait une enveloppe Kraft fermée. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Je l'avais posée là il y a 2 ans, après le règlement de la succession, et je n'avais pas eu besoin d'y toucher depuis. Je l'ai ouverte. Le titre de propriété. La maison au nom de Madeleine Fortier, née Beaumont, seul propriétaire. Gérard avait insisté pour que ce soit ainsi. Et son notaire, Maître Chambon à Dijon, avait rédigé les documents en ce sens. Julien était au courant, bien sûr, mais comme il n'avait jamais pris la peine de lire les actes en entier, c'est ennuyeux, maman, occupe-toi de ces choses-là, il semblait avoir oublié, ou peu, être espérait-il que moi aussi j'avais oublié. J'ai relu le document lentement, chaque ligne, les noms, les surfaces, les limites cadastrales, la date. Tout était là, noir sur blanc, avec le tampon du notaire et les signatures officielles. J'ai posé le document sur le bureau et j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était sombre, mais je connaissais par cœur la position de chaque rosier, de chaque lavande, de chaque pierre du chemin que Gérard et moi avions tracé ensemble un été de canicule, avec de l'eau en bouteille et des rires. Cette maison, c'était toute ma vie. J'ai sorti une feuille et mon stylo à plume. Écrire à la main m'aide à mettre de l'ordre dans mes pensées, un réflexe d'infirmière qui prend des notes depuis des décennies. J'ai fait une liste. Maître Chambon. Compte bancaire vérifié accès conjoint. Voisine Françoise lui parlait. Contenu du bureau de Julien. Je me suis arrêtée sur ce dernier point. Depuis leur installation, Julien avait transformé ce qui était autrefois mon bureau de lecture, la petite pièce ensoleillée du 1er étage, avec vue sur le jardin, en ce qu'il appelait son espace de travail. Il prétendait y faire de la gestion de projets freelance, même si je n'avais jamais très bien compris en quoi consistaient ces projets. Je suis entrée dans la pièce ce soir-là pour la première fois depuis des mois. L'odeur m'a frappée en premier. Une odeur de papier entassé, de café froid et quelque chose d'acide que je ne savais pas identifier. Mes étagères, celles que Gérard avait faites sur mesure, étaient encombrées de boîtes à chaussures et de classeurs en plastique. Mes encyclopédies médicales, que j'avais annotées pendant 30 ans d'exercice, avaient été remplacées par des magazines de sport et des catalogues de décoration. J'ai ouvert le tiroir du bas du bureau. Il y avait des factures, beaucoup de factures. Certaines au nom de Julien, d'autres au nom de Nathalie, et puis au fond du tiroir, glissée sous un sous-main en cuir, une enveloppe blanche avec le logo de ma banque, le Crédit Agricole, adressée à Madeleine Fortier. Je l'ai ouverte. C'était le relevé d'une carte bancaire supplémentaire rattachée à mon compte courant. Une carte que je n'avais jamais demandée et dont je n'avais aucun souvenir d'avoir signé la demande. Mes yeux ont parcouru la liste des opérations. Restaurant Le Pré au Clerc, Dijon 280 €, Boutique Sessoun, Dijon 430 €, Apple Store, Dijon 1 290 €. Hôtel Mercure, Lyon 340 €. La liste continuait. Le total du seul mois d'octobre atteignait 4 800 €. 4 800 € prélevés sur mon compte, avec ma signature falsifiée. Je me suis assise dans le fauteuil de bureau. Le cuir était froid. Ma tête tournait légèrement, non pas de vertige, mais de cette sensation particulière qu'on éprouve quand une réalité longtemps pressentie se révèle enfin dans toute sa clarté. Je n'étais pas surprise, c'était le plus troublant. Une partie de moi savait depuis longtemps, sans vouloir savoir. Mais ce n'était pas tout. Sous les relevés de compte, il y avait un autre document. Une feuille pliée en 4, couverte de l'écriture ronde et appliquée de Nathalie. C'était une liste de contacts et de rendez-vous. Un architecte d'intérieur, un maître d'œuvre, une agence immobilière à Dijon, et tout en bas, encadré d'un trait de surligneur jaune. Résidence Les Jardins de Bourgogne, visite le 14 décembre. Chambre simple disponible tarif aide sociale à l'hébergement. La résidence Les Jardins de Bourgogne. Je connaissais cet établissement. J'avais accompagné des patients en fin de carrière. C'était une maison de retraite médicalisée à 15 km de Dijon, propre et fonctionnelle, mais sans âme. Des couloirs blancs,
Des repas à heure fixe, des résidents qui regardaient la télévision dans une salle commune en attendant une visite qui ne venait pas toujours. Ils me préparaient une chambre simple. Ils voulaient ma maison et m'envoyaient mourir dans une chambre simple. J'ai replié la feuille soigneusement. Je l'ai glissée dans ma poche avec le relevé de compte. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai allumé la lampe de chevet et je me suis assise dans le fauteuil en velours vert qui était là depuis que j'avais 25 ans. Mes mains tremblaient un peu. Je ne vais pas le nier. À 69 ans, la colère est une énergie que le corps gère moins facilement qu'à 30. Mais mon esprit, lui, était d'un calme presque effrayant. L'esprit d'une infirmière qui voit une situation d'urgence et qui sait exactement dans quel ordre agir. Le lendemain matin, je me suis levée à 6 heures. Avant eux, j'ai bu mon café debout à la fenêtre de la cuisine, face au jardin. Le ciel était encore noir, avec cette nuance de bleu marine juste au-dessus de l'horizon qui annonce l'aube. Les rosiers se découpaient en silhouettes contre la clôture. J'ai pris le temps de les regarder vraiment, de les voir. À 8h moins 10, j'ai entendu la douche de Nathalie. À 8h20, les voix dans la cuisine, pressées, le bruit du toaster, les clés de voiture cherchées en catastrophe. À 8h40, la porte s'est fermée. Le moteur a démarré. J'ai attendu 5 minutes, par habitude professionnelle. On vérifie toujours 2 fois. Puis j'ai pris le téléphone. Mon premier appel a été pour maître Chambon, le notaire. Il m'a reçu l'après-midi même, ce qui m'a touchée. Je lui ai expliqué la situation en termes précis, comme j'aurais décrit les symptômes d'un patient. Il a pris des notes, m'a posé des questions claires, et à la fin de notre entretien, il a dit « Madame Fortier, vous êtes dans votre droit le plus strict. » Ces 6 mots ont pesé une tonne. Mon deuxième appel a été pour ma banque. J'ai signalé la carte frauduleuse, bloqué toutes les opérations en cours et demandé le retrait de Julien comme titulaire secondaire du compte d'épargne où j'avais, sur son conseil, accepté de l'ajouter en cas d'urgence l'année précédente. La conseillère a pris la demande avec professionnalisme. Je vous envoie la confirmation par courrier dans les 5 jours ouvrables. Mon troisième appel a été pour un serrurier. Monsieur Petitjeanne, que m'avait recommandé ma voisine Françoise, artisan à Dijon depuis 20 ans. Il est arrivé à 11h avec sa camionnette bleue garée devant le portail. Pendant qu'il changeait les serrures de la porte d'entrée, de la porte de derrière et du portail du jardin, j'ai commencé à monter leurs affaires. Pas à la hâte, méthodiquement comme on range une salle de soins, j'ai sorti 4 valises du fond de leur placard, de belles valises, en toile enduite, avec des roulettes silencieuses, preuve que l'argent ne leur avait pas manqué, en tout cas pas le mien. Je les ai ouvertes sur le lit qu'ils avaient repoussé contre le mur pour faire de la place à une coiffeuse que Nathalie avait commandée sur Internet. J'ai plié leurs vêtements correctement. Je suis infirmière, je sais faire les choses proprement même dans les situations difficiles. Les tailleurs de Nathalie, les chemises de Julien, ses pulls, ses livres, à lui aussi les quelques-uns qu'il possédait, les chargeurs, les câbles, les produits de salle de bain, tout. Quand j'ai fermé la 4e valise, j'ai regardé le lit, la chambre. Ces murs que Gérard et moi avions tapissés ensemble un week-end de printemps, avec trop de colle et beaucoup de rire. J'ai descendu les valises une par une dans l'entrée. Elles étaient lourdes, mais l'adrénaline est un carburant remarquable. Je les ai alignées près de la porte, comme une rangée de soldats qui attendent leurs ordres. Monsieur Petitjeanne m'a remis les nouvelles clés à 13h30. 5 exemplaires, sur un anneau en métal brillant. Je les ai soupesées dans ma paume un moment. Elles étaient nouvelles, propres et impossiblement légères pour ce qu'elles représentaient. J'ai payé en chèque, avec la carnet de chèques de mon compte principal, le seul qui n'avait pas été touché. J'ai verrouillé la porte. Le déclic a résonné dans le couloir vide. J'ai regardé les valises, j'ai regardé mes mains. Puis je suis allée dans la cuisine me faire une tisane de verveine, comme chaque après-midi depuis que je suis à la retraite. Ils sont rentrés à 10 à 8 heures. J'étais dans mon fauteuil du salon, face à la fenêtre. J'avais remonté ma bibliothèque du garage dans l'après-midi, juste quelques livres, les indispensables. Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Colette. Ils étaient posés sur la petite table basse à côté de moi. Pas en rang, juste là, à portée de main, comme des amis revenus après un long voyage. Le bruit de la clé dans la serrure. Puis rien. La clé qui racle. Qui bute. Qui racle encore. C'est quoi ce truc? La voix de Nathalie, aiguë, impatiente. Ça rentre pas. Julien, plus bas, avec cette inflexion enfantine qu'il prend encore parfois sans s'en rendre compte. J'ai attendu encore 30 secondes. Puis je me suis levée, j'ai traversé le couloir et j'ai ouvert la porte avec ma nouvelle clé.
Je l'ai entr'ouverte, maintenue par la chaîne de sécurité que M. Petitjean avait également posée. La lumière du soir entrait dans l'entrée. Julien était juste devant moi, les yeux fixés sur la chaîne, puis sur mon visage. Nathalie regardait par-dessus son épaule. Il a voulu se valises. Il y a eu un silence de quelques secondes, un silence dense, de ceux qu'on ne peut pas remplir avec des mots ordinaires. Maman. Sa voix était différente. Pas la voix du mari complaisant qui approuve tout ce que dit sa femme. La voix du petit garçon qui a fait quelque chose de grave et qui vient de le comprendre. Vos affaires sont là, ai-je dit. Mon ton était calme. Pas froid, pas cruel, calme. Il y a 4 valises. J'ai tout mis soigneusement. Tu plaisantes? Nathalie a essayé de rire. Un rire bref, mécanique. Tu plaisantes, Madeleine. Je ne plaisante jamais avec les questions de propriété, ai-je répondu. Et j'ai détaché le mot propriété avec soin, comme on énonce un diagnostic à un patient qui n'est pas encore prêt à entendre. C'est notre maison aussi. La voix de Nathalie avait monté d'un cran. On vit là depuis 10 à 8 mois. On a des droits. J'ai retiré doucement la chaîne et j'ai ouvert la porte en grand. Pas pour les laisser entrer. Pour qu'ils voient bien les 4 valises dans la lumière du couloir. Vous n'avez aucun droit sur cette maison. Le titre de propriété est à mon nom, exclusivement. Maître Chambon en a une copie certifiée depuis ce matin. Je me suis tournée vers Julien. J'ai également signalé la carte bancaire frauduleuse au Crédit Agricole et retiré ton accès au compte d'épargne. Julien a pâli. Je l'ai vu physiquement perdre une couleur. Et j'ai trouvé le contact de la résidence Les Jardins de Bourgogne dans ton bureau, ai-je ajouté, plus doucement. Chambre simple. Aide sociale à l'hébergement. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Nathalie a tenté une autre approche. On n'a nulle part où aller. L'appartement est vendu depuis 1 an. Vous avez une voiture, ai-je dit. Et des revenus lorsqu'ils proviennent de sources légitimes. À votre âge, j'avais déjà un appartement, un enfant et un salaire d'aide-soignante. Je suis certaine que vous trouverez. Tu n'as pas le droit de nous mettre dehors comme ça. Maître Chambon m'a confirmé ce matin que, en l'absence de tout contrat de location signé et de tout droit établi, j'ai tout à fait le droit. La fraude bancaire, elle, est une matière pénale. Le choix vous appartient. Il y a eu un long silence. Puis Julien a ramassé la première valise. Ses épaules étaient basses, ses mouvements lents, ceux d'un homme qui vient de comprendre le poids réel de ses actes. Nathalie l'a regardé faire, puis elle a attrapé la sienne sans un mot, les lèvres serrées, les yeux brillants d'une rage froide qu'elle n'osait plus exprimer. Ma voisine Françoise, depuis son jardin de l'autre côté de la rue, regardait la scène sans faire semblant de ne pas regarder. Quand mes yeux ont croisé les siens, elle a eu un petit signe de tête. Un seul. Discret et solide, comme une poignée de main. Julien s'est arrêté une dernière fois avant de franchir le portail. Il m'a vraiment regardé avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis très longtemps. Depuis l'enfance, être. Une expression où la honte et quelque chose d'autre, quelque chose de plus fragile, se mêlaient. Maman, je suis désolée. Je n'ai rien dit. J'ai refermé la porte. Le verrou a cliqué. Un son propre, définitif. Je suis retournée dans le salon. Je me suis rassise dans mon fauteuil. Dehors, le bruit du moteur qui démarrait, qui s'éloignait, puis rien. Juste le silence de la rue le soir, les bruits familiers du quartier, un chien au loin, le vent dans les tilleuls. C'était mon silence. Enfin, 3 mois ont passé depuis cette soirée de novembre. La maison sent à nouveau ce qu'elle a toujours senti. La cire d'abeille, le café, les livres, et l'hiver qui entre par les interstices des vieilles fenêtres en bois que je n'ai jamais voulu remplacer par du double vitrage, parce que Gérard les avait peintes lui-même. J'ai récupéré mon bureau. Il m'a fallu 1 semaine entière pour nettoyer, désinfecter, replacer les étagères, retrouver mes encyclopédies dans le garage. Certaines avaient des traces d'humidité sur les couvertures. Je les ai séchées doucement avec un chiffon, comme on sèche quelque chose de précieux. Sur le plan légal, Maître Chambon a été d'une efficacité remarquable. La procédure pour la carte frauduleuse a abouti à un accord amiable pour éviter le procès. Julien a reconnu les faits devant notaire et signé une reconnaissance de dette pour la totalité des sommes prélevées illégalement 4 800 € sur le seul relevé que j'avais trouvé et davantage sur les mois précédents, dont je n'avais pas encore examiné les détails. Un virement automatique mensuel a été mis en place. Les montants sont modestes, mais ils arrivent chaque 1er du mois avec une précision qui ressemble à de la contrition.
Nathalie est partie 3 semaines après leur expulsion. Elle a trouvé un appartement à Lyon, d'après ce que Françoise a entendu dire. Leur mariage n'a pas survécu à l'effondrement de leur confort. C'était prévisible. Une relation construite sur l'argent des autres est une construction sans fondation. Julien est venu me voir un soir de janvier, seul. Il a sonné à la porte comme un visiteur. C'était juste. Je l'ai reçu dans l'entrée, debout, sans lui proposer de s'asseoir. Il portait un manteau que je ne lui connaissais pas, usé au coude, et il avait l'air d'avoir maigri. Il m'a tendu la première enveloppe du remboursement avec les 2 mains, comme on offre quelque chose d'important. « Je travaille comme livreur en attendant de trouver autre chose », a-t-il dit. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai regardé. Ce garçon que j'avais porté, soigné, élevé, ce garçon qui avait appris à lire dans les livres que Nathalie avait mis au garage. « Je suis désolée que les choses se soient passées ainsi, lui ai-je dit. Et c'était vrai. Pas pour ce que j'avais fait cela, je ne le regrette pas. Mais pour lui, pour ce qu'il était devenu et pour la douleur que cela représentait. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'en les vivant, ai-je ajouté. Le respect, la gratitude, le fait que l'amour ne s'achète pas et ne se vole pas. Il a hoché la tête, les yeux baissés. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand. Certaines frontières, une fois franchies, ne se réparent pas du jour au lendemain. Peut être un jour, peut être jamais complètement. La vie nous apprend à faire la différence. Quant à moi, j'ai décidé de ne pas laisser cette maison dans le silence de la rancœur. Le bureau que j'avais repris, cette pièce lumineuse aux étagères retrouvées, est devenu autre chose. J'ai accroché une petite affiche manuscrite sur la porte du jardin. Atelier lecture et partage tous les jeudis après-midi. Femme de 60 ans et plus. Entrée libre. Françoise a été la première à sonner. Puis Monique, que je connaissais de l'hôpital. Puis Yvette, qui vivait seule depuis que son mari avait rejoint une maison de retraite à Chenôve. Puis d'autres par le bouche à oreille, par la petite affiche dans la vitrine de la pharmacie du quartier. Nous sommes maintenant 10. Nous nous retrouvons chaque jeudi entre 15h et 10 à 7h. Nous lisons, oui. Mais nous parlons surtout de nos vies, de nos peurs, de ces moments où nos propres familles nous ont fait sentir que nous étions de trop, que nous occupions trop de place, que nos années de travail, de sacrifice, d'amour silencieux ne comptaient pas face à leurs besoins d'espace et de modernité. Ce que j'ai découvert autour de cette table en chêne que Nathalie voulait jeter, c'est que la solitude de certaines femmes de ma génération n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'une invisibilité que nous avons acceptée trop longtemps, par amour, par douceur, par peur de déranger. Il y a 2 semaines, Yvette a fini par appeler son fils pour lui dire qu'elle ne souhaitait plus qu'il vienne chercher sa retraite le 1er de chaque mois, sous prétexte de l'aider à gérer ses finances. Elle a dit les mots calmement, au téléphone, assise dans mon bureau, avec 9 femmes silencieuses et solides autour d'elle. Quand elle a raccroché, il y avait des larmes sur ses joues, mais ses épaules s'étaient redressées. Je pense souvent à la phrase de Nathalie ce matin-là, dans ma cuisine. Sentimentalement, à un moment, il faut savoir tourner la page. Elle n'avait pas entièrement tort. Il faut savoir tourner des pages. Mais c'est à soi-même qu'on doit cette décision, et jamais à quelqu'un qui veut simplement récupérer le livre. Cette maison est toujours à moi. Cette table est toujours là. Mes rosiers attendront le printemps, et quand ils fleuriront, je couperai les premières roses pour les mettre sur la table du jeudi. La dignité ne se négocie pas. Elle se protège patiemment, fermement, et si nécessaire, avec un serrurier et un notaire. Et si cette histoire vous a touché, dites-le moi en commentaire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vos mots voyagent jusqu'à moi, de partout en France et bien au-delà. Et ils comptent plus que vous ne le croyez. Pensez à regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté, vous pouvez devenir membre pour accéder aux histoires que je ne partage pas ici. Je vous attendrai là-bas.